Alors, mesdames, messieurs, encore un dernier petit appel pour ceux qui sont en train de prendre chaud à côté des radiateurs dans le fond. C'est un peu plus frais ici, donc vous pouvez même vous rapprocher. Et puis on va commencer. On va commencer avec cette problématique quand même un peu prétentieuse, hein, on va dire. Qui sommes-nous pour parler de l'avenir de la sous-traitance ? Mais vous allez voir que nos invités sont bien placés pour répondre à cette prospective. J'aimerais leur demander, dans un tout premier temps, de se présenter. Alors d'abord, j'aimerais dire que la table n'est pas vraiment ronde. J'aimerais dire que la parité homme-femme, j'allais dire on va commencer par les dames, et là c'est un peu difficile. Donc je vous laisse choisir celui qui va commencer. Peut-être on commence au milieu d'un côté, puis voilà, juste quelques mots de présentation. Alors, Stéphane Maturel, si vous voulez peut-être commencer, dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Stéphane Maturel. Je suis directeur d'une entreprise qui s'appelle Artime. On fait de la décoration horlogère dans le haut de gamme. Voilà, je suis content d'être ici. C'est la première fois. Vous m'excuserez si c'est pas facile. Pourquoi je suis là? Parce que je suis intéressé par la manière de collaborer entre les sociétés. C'est une grande découverte. Et il y a plein de choses à faire, je pense. Alors, est-ce qu'on peut situer un petit peu la taille de votre entreprise? Alors, on est une entreprise située au Brenay qui est composée de 15 personnes. Oui. 15 personnes, principalement des artistes dans la décoration manuelle. Est-ce que vous avez souvent été approché par des gens qui voulaient vous acheter? Alors, la société existe depuis 6 ans, mais on a effectué un virage il y a 2 ans où j'ai repris la direction avec Monsieur Thomas qui est là-bas. Et donc, on a réorienté aussi l'activité qui était à la base horlogère, SAV, décoration. On s'est focalisé principalement sur la décoration manuelle pour le haut de gamme. Et notre ambition, c'est déjà, on innove. Je vous invite à voir le stand. Vous verrez, on a quelques collections sympas. Et surtout, ce qu'on voudrait, ce qu'on aime, c'est accompagner les sociétés en amont dans la définition de leurs produits. Peut-être juste un petit mot sur le numéro de stand. Alors, on est situé au R58. Ah, j'aime mieux. J'ai vu un stand situé au Q69. Et je m'étais dit, bon, ça va être un peu... peine plus loin. C'est un peu gênant, mais bon. R58 orange. Vous ne pouvez pas le louper. Alors, on va continuer avec Monsieur Gérard. Si vous pouvez également nous dire d'où vous venez. Je crois que c'est une histoire de famille. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Antoine Gérard, j'ai 46 ans. Je dirige un groupe qui s'appelle le groupe IMI, qui est un groupe qui a été créé par mon père en 1987. On est issu plutôt du côté français, même si vous verrez avec l'histoire du groupe qu'on a aujourd'hui un équilibrage qui s'est fait entre la partie française et la partie suisse. Et avec une étape importante dans l'histoire du groupe qui a été le rachat en 1994 par mon père de la société Cheval Frères, qui est connue dans l'horlogerie, notamment pour la fabrication de ses couronnes et poussoirs, également des machines laser. Et Cheval étant elle-même une société beaucoup plus ancienne, puisque Cheval a été créé en 1848, et on a fêté l'an dernier, ici au SIHH, avec nos clients, les 170 ans de la société. Voilà, on a suivi vraiment pendant la période, les années 90, la croissance de l'industrie horlogère, juste au moment où on a racheté la société, qui historiquement Cheval avait 4 activités principales. La fabrication de couronnes et poussoirs, pour laquelle elle est connue aujourd'hui, la fabrication de machines laser, la fabrication de pièces en céramique et également la fabrication de pierres d'horlogerie. Et puis avec l'histoire de l'industrie horlogère, on a filialisé, on a construit des usines, on a suivi la croissance qu'on a connue durant toutes les années 90 et les années 2000. On a rajouté 2 autres activités, une activité de cadran à travers une société qui aujourd'hui s'appelle IMI Suisse et qui se trouve au Locle et qui a une filiale à l'île Maurice. Et on a racheté en 2016 la société Stettler Saphir, qui est elle-même une société ancienne, familiale, qui date de 1881, et avec vraiment la volonté de regrouper un certain nombre d'acteurs indépendants. Je dis souvent à propos du groupe IMI, c'est un groupe industriel, indépendant, familial. J'ose pas le dire, mais je le dis quand même, qui vise la pérennité, parce que rien que le fait de le dire, voilà, la pérennité, ça ne se décrète pas, mais en tout cas qui se met dans une logique de construction à long terme, avec la volonté d'accompagner le déploiement, la construction de l'industrie horlogère, et dans la volonté d'apporter
des technologies à nos clients. Je parle souvent d'intégrateurs de technologies pour le luxe. En quoi on peut vous apporter des technologies particulières et en quoi on peut apporter à nos clients des solutions que pour des raisons ou d'autres, il peut être difficile de développer en interne en nous concentrant vraiment sur des axes techniques importants que sont les matériaux, apporter des fonctionnalités mécaniques, des systèmes mécaniques à nos clients et des finitions aux multifinitions. Donc voilà un peu l'histoire et le développement du groupe. Et puis on peut dire que vous avez quelques responsabilités sur les épaules parce que à la fin du mois, il y a à peu près 800 personnes à rémunérer dans le groupe, c'est ça, hein? Oui, alors sur l'ensemble du groupe, aujourd'hui, on compte à peu près 800 personnes réparties entre la France, la Suisse, le Portugal et l'île Maurice. Merci. Alors, on va passer à Monsieur Ramonizo, qui va se présenter également. Et j'avais coutume de l'appeler le SBF, c'est-à-dire le sans bureau fixe. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire Genève, la vallée de Joux, et pas forcément d'avoir un bureau à lui, mais de s'asseoir plutôt sur le bureau de l'assistant, et puis avec son ordinateur, de gérer ces 3 sociétés qui sont devenues, en fait, un groupe. Un groupe, ouais. Bonjour à tous. Voilà, j'ai 58 ans. On va commencer par peut-être mon parcours. Donc, je me suis toujours intéressé à l'art. Je suis un peu artiste dans l'âme, donc j'ai fait les arts déco. J'ai été très bien terminé avec un diplôme de joaillier. Donc j'ai exercé le métier de joaillier pendant 10 ans. À l'époque, mon patron travaillait pour différentes marques horlogères. Donc c'était tout d'un coup la croissance des produits à haute valeur ajoutée. Donc on travaillait pour Patek, on travaillait pour Vacheron Constantin et on faisait vraiment des pièces à la main pour ces marques horlogères, donc des pièces uniques. Suite à ça, il y a eu une crise dans les années 90. Je me suis retrouvé à la rue, puisque j'avais un poste à responsabilité, et puis à l'époque c'était un peu compliqué. Mon parcours, j'ai refusé une place à l'époque, j'ai refusé une place au board de chez Patek. J'étais un peu foufou, un peu artiste, et j'ai préféré me mettre à mon compte. Aujourd'hui, on est 168 collaborateurs. On est sur 3 sites. J'ai toujours, voulu développer la montre joaillière, donc des produits d'exception. Aujourd'hui, on est dans l'habillage. On fabrique autant le bracelet que la boîte de montre, que des lunettes, que des cadrans, mais avec des matériaux nobles. On travaille aussi le carbone parce qu'on s'est adapté au marché. Et aujourd'hui, on travaille pour les grandes marques, les grands groupes, les grosses marques en fait, les plus belles marques. Et on leur... pas Patek, non. Non, malheureusement pas Patek. Voilà, donc on travaille pour les grandes marques horlogères. Et tels que Cartier, Bulgari, etc. Et on s'est spécialisé dans vraiment les produits à haute valeur ajoutée, donc de plus en plus on bifurque sur des mandats qui vont de la conception jusqu'à la livraison du produit fini. Ça demande beaucoup d'énergie, mais voilà, on a une bonne réputation dans le métier et c'est grâce, je pense, à notre savoir-faire de nos collaborateurs. Voilà. Alors, si je dois aussi résumer, si j'ai bien compris, donc tu es passé de l'établi de sertisseur, de bijoutier, à finalement la direction d'une entreprise et ensuite de plusieurs entreprises et à la fin d'un groupe. Donc, je pense que ton expérience va être aussi extrêmement intéressante par rapport à la problématique du jour. Peut-être encore une petite présentation de notre ami Rodrich S., qui est le seul d'ici qui me semble parfaitement bilingue. C'est bien juste. Si tu devais répondre à un panel en chinois, tu pourrais y arriver. Pas en chinois, non. Ya. Biennois. Un biennois, donc. Un vrai biennois bilingue. J'ai 35 années de métier dans l'horlogerie, en ayant d'abord fait un apprentissage dans une maison qui est connue pour ses machines
de fraisage de pont et de rouage, Hauser, qui avait dans le temps aussi travaillé avec la CIP à Genève. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de machines pareilles parce que tout se fait de manière par étampage ou par usinage CNC. Mais c'est depuis là que j'ai toujours été direct ou indirectement dans l'horlogerie. J'ai, depuis très tôt dans mon premier métier, quand j'étais consultant technique dans une entreprise qui était fournisseur de bracelets, de composants horlogers et boîtes, dû toujours tisser un peu le réseau, trouver les spécialistes qui pouvaient faire ci ou ça, parce que souvent, comme vous venez de dire avant, en dernière minute avant le salon à Bâle, il fallait encore vite faire quelque chose. 3 jours avant, quelqu'un venait avec une commande. Puis il fallait commencer à réfléchir avec qui, avec où je peux aller faire cette pièce, où je trouve le spécialiste, le sertisseur, qui peut encore à 2 heures du matin assembler une pièce ou sertir. Et de là, je me suis vraiment tissé un grand tissu de réseau dans tout le métier, même dans la joaillerie. Depuis l'Asie aussi, où j'ai souvent visité tous les grands fournisseurs, producteurs de composants qui aujourd'hui sont un peu en face des problèmes du Swiss Made, mais qu'ils essayent vraiment aussi avec ce qu'on va discuter, débattre aujourd'hui, de trouver les solutions pour être conformes à la nouvelle ordonnance du Swiss Made. Ils se font beaucoup de soucis de ne pas sortir du tissu des fournisseurs. J'ai été après, jusqu'à l'année passée, fin septembre, directeur général de Sandré Métaux, où malheureusement ça ne s'est pas très bien passé. J'ai aussi été à la rue. Je le suis toujours, en toute franchise, mais en train de réfléchir comment je peux me repositionner, me refaire et de bénéficier de mon savoir-faire, de ce réseau, de ce tissu. Et je suis ravi de discuter de cette thématique très intéressante qui va tous nous concerner dans le futur. Alors, merci bien pour ce petit tour de table de présentation. Est-ce que vous entendez bien? Au fond, ça va bien. Hein? Super. Alors, on va peut-être juste un petit peu dresser le décor. On a eu toute une période dans la branche et le secteur où les marques s'étaient mises en tête de verticaliser. C'est-à-dire qu'elles ont commencé, parce qu'elles avaient beaucoup d'argent, à essayer d'annexer des sociétés qui avaient une bonne réputation, beaucoup de valeur, et qui, tout d'un coup, se sont retrouvées avec des offres d'achat que parfois il était très difficile de refuser. Là, je me tourne alors vers les intervenants. Peut-être, Monsieur Gérard, qu'est-ce que vous pensez de cette... Est-ce que c'était un petit peu une errance d'avoir ça en tête, de dire on est capable de tout faire et de se passer finalement de l'indépendance? Ou est-ce qu'il y avait un problème d'ego peut-être? Les marques se disaient on est bon, on dit à tout le monde qu'on fait tout, donc on va leur démontrer. Quelle était un petit peu la problématique parce que à cette époque-là? Moi, je pense qu'il faut quand même se rappeler de là où on vient exactement, essayer de prendre un peu de recul par rapport à l'évolution des événements et des circonstances. Moi, ma lecture, c'est la suivante, c'est de dire qu'après la crise horlogère des années 80, on a connu un essor absolument gigantesque qui a commencé au début des années 90 et à partir desquels on a commencé à voir les exportations horlogères croître de manière importante avec un vrai appel d'air sur les marchés et des marchés entiers, notamment les marchés asiatiques et le marché chinois, qui demandaient de plus en plus de pièces. Et face à ce besoin, les marques et les groupes horlogers, dont il ne faut pas oublier non plus qu'elles se sont constituées à cette époque-là, oui, tout à fait, ont eu la nécessité, ont voulu se positionner sur ces marchés. Et ben, pour pouvoir se positionner sur ces marchés, il fallait avoir des pièces. Et à un moment où le tissu industriel derrière ne s'était lui-même pas encore complètement organisé pour faire face à cette évolution des capacités, ce besoin de capacité, ou bien ils avaient des fournisseurs qui réussissaient à suivre et objectivement, ils n'avaient pas forcément intérêt à racheter les fournisseurs dans les composants en question, ou bien ils disaient, ben écoutez, moi j'ai 1 milliard, parce qu'il y a un moment où c'est de ça dont on parle, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires qu'il faut que je récupère sur un marché chinois, sur un marché américain, ou même de manière globale. C'est pas un problème de couronne, c'est pas un problème de pierre, ou c'est pas un problème de cadran, excusez-moi de parler un peu directement, qui va m'emmerder. S'il faut acheter un fournisseur qui est stratégique, et sans ce fournisseur, on n'est pas capable de fournir notre chiffre d'affaires, on achète le fournisseur. Alors, qu'il y ait eu des sujets d'ego, des vraies questions stratégiques qui sont un peu différentes d'ailleurs, en disant qu'est-ce qu'on estime être notre cœur de métier
Et est-ce qu'on estime qu'il est important qu'on ait une fabrication de mouvements mécaniques, une fabrication de cadrans? Ça, c'est normal de se poser ces questions-là. Mais je pense que le vrai sujet de fond, c'était d'abord un problème de faire face aux besoins de capacité. Et nous, sous-traitants, on l'a vécu, notamment sur le domaine de la pierre, on est un acteur avec une certaine part de marché. Très clairement, on a eu des demandes qui ont été faites en double, en simple, en double, en triple, uniquement en disant on ne veut pas se retrouver bloqué sur des problèmes d'approvisionnement, sur des composants qui ne coûtent pas cher au regard du produit final. Au regard du produit final. Donc ils ont fait soit on rachète le fabricant, soit on achète en double, et puis ensuite on verra un peu comment tout ça se met en œuvre. Et pendant cette période, l'ensemble des industriels que nous sommes avons développé nos capacités, on a beaucoup investi, on a construit des usines, on a acheté des machines, et petit à petit, l'offre réalisée par la sous-traitance a commencé à s'équilibrer par rapport à la demande qui était réalisée. Est-ce que vous-même, vous avez fait, juste une petite parenthèse, vous n'hésitez pas à intervenir par rapport à une problématique qui est soulevée par un des intervenants, hein. Donc, j'ai eu l'impression, Ramon, que toi, tu avais envie de dire quelque chose. Non, c'est très bien ce que vous avez dit. C'est très clair, hein, c'est exactement ça. Donc, il y a une autre problématique qui pour moi m'a toujours pesé, c'est que il y a eu radicalement un changement dans la stratégie des groupes aujourd'hui, dans toutes ces années de croissance, où on a privilégié finalement des sociétés qui étaient armées pour répondre aux besoins. Et il y a eu beaucoup de dégâts dans toutes ces années dans la sous-traitance, de grosses connaissances, de grands savoirs qui malheureusement ont disparu parce que les gens n'ont pas vu le vent tourner. Et aujourd'hui, en tout cas, je ressens qu'il y a un revirement où les marques, elles ont pris conscience que la sous-traitance est de plus en plus importante. Et elles ont laissé malheureusement cela de côté pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, on a un gros rôle à jouer. Il faut qu'on s'arme, il faut qu'on soit industriel aujourd'hui, même si moi je travaille avec un côté artisanat. Donc aujourd'hui, il faut s'équiper, il faut montrer qu'on est structuré, il faut montrer patte blanche. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le moment pour nous, sous-traitants, en tout cas dans mes métiers à moi, où je touche le luxe, de mettre le paquet aujourd'hui pour être là demain. Alors, peut-être juste avant de trop parler de la situation aujourd'hui, si on fait un retour à une dizaine d'années, quinzaine d'années arrière, est-ce que ta société, tes sociétés ont fait à l'époque l'objet d'appels d'achat des gens qui voulaient... Alors, pour ma part, ça a été le cas. Comment est-ce qu'on réagit quand on nous propose un gros montant finalement? Alors, pour ma part, ça a été le cas. J'ai eu pas mal de chance parce que j'avais repris une société de boîtes de montres à l'époque qui s'appelait Finger SA, et son directeur partait à la retraite. Donc, c'était la famille Finger. Et donc, j'ai repris la société qui justement était une société qui était en banqueroute. Pourquoi? Parce qu'elle travaillait avec ses principaux clients, je vais vous le dire, c'était Dior. Dior, à l'époque, vous saviez où c'était fabriqué. Il y avait que dans le panel, il y avait Paul Picot. Et puis, voilà, c'était toutes des choses qui étaient faites soit en Asie, soit bon marché. Donc, j'ai repris cette société. En 2 ans, je l'ai remontée. J'ai trouvé des bons partenaires, partenaires des bons clients, qui m'ont fait confiance. Et j'ai été approché par Bulgari qui m'a racheté l'affaire 2 ans après, et juste avant la crise. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, c'était des périodes qui étaient difficiles pour les sous-traitants. Ouais. Parce que, comme vous avez dit, beaucoup de choses partaient en Asie. Donc ça a aussi permis quelque part, cette vente, de financer l'indépendance des autres sociétés du groupe. Bien sûr. Est-ce que cette notion d'indépendance a toujours été... le moteur des activités de patron d'entreprise, d'industriel? Indépendant, vous savez, une fois faire le pas de l'indépendance, personne ne sait s'il peut le faire. Moi, j'ai pris ce choix parce que j'étais au chômage, tout bêtement.
J'avais, j'avais un nom dans le métier, donc à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on travaille pour quelqu'un, ou je l'avais déjà fait pendant 10 ans, ou on se lance. Donc voilà, personne ne sait au départ si on peut devenir entrepreneur. Je pense qu'on n'apprend pas à être entrepreneur, c'est en nous. Et comme j'ai dit, moi, au bout de 10 ans d'entrepreneur, je dis souvent, moi, je peux m'arrêter demain, apprendre à vendre des journaux dans la rue, et puis un jour, je vais les fabriquer, ces journaux. Je crois que, voilà, je réponds à la question. J'aimerais bien qu'on se parle un petit peu après la table ronde. C'est... voilà, j'ai répondu à ta question. Ouais, magnifique. Voilà. Alors, à ce propos d'indépendance, Monsieur Gérard, ou peut-être juste après aussi, Monsieur Maturel, est-ce que l'indépendance fait partie, quand on a une famille, on représente la famille, est-ce que c'est une obligation de garder l'entreprise familiale, ou est-ce qu'on se pose la question, si une bonne offre arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi je vais évidemment répondre pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure quels étaient les termes auxquels on était attachés, le caractère industriel, indépendant, familial, pérenne. Donc nous, notre souhait et notre projet d'entreprise et notre projet de famille, c'est de construire effectivement un groupe indépendant. Et c'est l'histoire qui a voulu ça, et c'est assez rare dans l'horlogerie, on n'a pas un client qui représente plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Donc on a un portefeuille client qui est assez éclaté. On a une volonté effectivement d'indépendance parce qu'avec ces phénomènes d'intégration verticale qu'on a connus, dont on parlait à l'instant, ce qui s'est passé souvent, c'est quand on a eu des concurrents qui étaient rachetés. Alors dans un premier temps, on était absolument catastrophé en disant on va perdre le client ou le groupe qui a racheté le concurrent en question en tant que client. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que généralement, non seulement on n'a pas perdu les clients, mais on a même eu parfois un peu plus de boulot parce que les autres groupes venaient nous voir. Donc le caractère indépendant a été vraiment un élément de développement commercial. Ensuite, et ça c'est notre souhait, c'est dans nos gènes familiaux, on est dans une logique de construction sur le long terme. Oui. Je vous ai dit que c'était mon père qui avait créé le groupe. Le groupe a 32 ans maintenant. On part du principe que dans l'industrie, il n'y a rien qui ne se fasse avec un minimum de temps. Pour construire un groupe d'une certaine taille, avec la possibilité d'avoir un peu son destin en main, 3 générations peuvent être nécessaires et c'est notre projet. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont... Enfin, ça va être quoi l'option ? Est-ce que tu dois faire ça parce qu'on a créé ça, ou est-ce que il veut être s'il veut être artiste et puis vendeur de journaux ? Sans raconter ma vie qui est absolument inintéressante, mais on est de famille nombreuse puisque j'ai 5 frères et sœurs, j'ai moi-même 5 enfants, donc il y a de la relève derrière. Et avant l'âge de 32 ans, je n'avais jamais visité les sociétés du groupe. Ah, oui. Donc je ne connaissais pas, c'était le projet de mon père, et c'était son projet, même s'il a toujours été dans une logique de transmission, ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais il ne m'a jamais rien imposé. Je crois que d'ailleurs s'il l'avait fait, je ne serais pas venu. Ouais. Donc je n'impose pas du tout à mes enfants dont l'aîné a 15 ans, donc la question ne se pose pas du tout. En revanche, j'organise tout à l'intérieur du groupe, de manière à ce que cette logique de transmission familiale et de construction industrielle puisse se faire. Ensuite, chaque génération définit son projet. Oui. Je ne vais pas définir le projet pour les autres. Moi, je connais mon projet, je sais ce que j'ai envie de faire. Bon, si en même temps vous avez une entreprise à l'île Maurice, il y a de fortes chances quand même que, arrivé à un certain âge, vos enfants aient envie de prendre la relève. Ouais. Mais ils n'y sont encore jamais allés. Voilà, M. Maturel, vous, la logique de croissance, donc on est 15 aujourd'hui, est-ce que c'est comment ? Est-ce qu'on se dit à un moment donné, on va ouvrir le capital, grandir ? C'est très récent pour moi. Ça fait 2 ans et demi que je suis chez Airtime maintenant, qu'on a remis la société sur les objectifs qu'on a définis au niveau de la décoration. Pardon. Dans mon parcours professionnel, on a toujours été autonome dans la mesure où j'ai jamais fait partie d'un groupe en fait. J'ai toujours travaillé dans des sociétés autonomes et j'ai gardé cette habitude-là. Donc l'indépendance, c'est aussi dans les gènes. L'indépendance, voilà, c'est plus un état d'esprit, une façon de travailler. J'aime garder cette liberté de pouvoir faire un peu à ma sauce, on va dire, avec les gens. On est une entreprise très humaine. Je tiens beaucoup à être proche des gens qui font. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. J'ai envie de me salir les mains avec eux, en gros, avec mes mots. Hein. Et voilà, c'est ancré dans les gènes et on va continuer là-dessus, je pense.
Magnifique. Alors, Rodrigue, toi, l'indépendance, c'est un état d'esprit chez toi. Tu as eu beau travailler pour une immense marque, je veux dire, un immense groupe comme Richemont, avec la marque Montblanc. Tu viens des matériaux. Tu as été ensuite directeur général de Centre Métaux. Donc, mais tu as toujours eu une sorte de recul, ou disons un esprit assez franc-tireur. Pour un Biennois, on aurait presque pu penser que tu aurais été jurassien, tu vois. Je suis certainement plus jurassien que bernois, en tout cas. Ça, c'est juste un petit propos sympathique pour mes amis jurassiens, parce qu'il y a un débat toujours un peu avec Bienne et puis Berne sur ce sujet. Entrepreneur, on peut aussi l'être en tant qu'employé, parce qu'on parle de l'esprit entrepreneurial. Et puis, moi, j'ai quand même réussi pendant 5 ans et demi avant Centre Métaux d'être à mon compte, avec des hauts et des bas, en ayant exactement fait ce qu'on discute aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions pour les clients, trouver différents acteurs, les réunir ensemble, amener clé en main la solution chez le client. Et pour ça, je pense qu'une chose qui me frappe depuis longtemps, moi j'ai vécu à Bienne encore les grèves dans les années de la crise horlogère. Quelque chose qui me frappe dans l'horlogerie, c'est qu'on n'a jamais réussi vraiment à se réunir ensemble, à se fédérer ou même à s'organiser. Il y a qu'à voir, je vous donne un exemple, je voyage depuis 1991 en Chine, en Asie, où se font beaucoup de composants horlogers. Eux, là-bas, ils ont fait ce qu'on appelle la Hong Kong Watchmaker Association. Ils ont donc une association où ils se sont mis ensemble. Et ce qui me frappe, c'est que la majorité de nous, toujours encore, n'est pas encore capable, mentalement, de vouloir se mettre ensemble. En Chine, il y a une application, moi je l'appellerais the App for Capacity. Vous pouvez, avec cette application, comme producteur ou comme client, dire j'ai besoin de 10 000 vis. Et au lieu que chacun se vante d'acheter sa Bumotech, sa Vimama Codel, et je ne sais pas quoi, pour pouvoir le dire qu'on en a aussi une, pourquoi pas une fois réfléchir comment on pourrait mieux gérer la capacité déjà disponible et de dire ces 10 000 vis, aujourd'hui je les passe au groupe IMI, demain peut-être à Laubscher, parce qu'IMI sont en surcapacité, je passe chez Laubscher. On ne le fait pas. On n'a jamais réussi à se fédérer. On a une fédération horlogère qui le fait pour les marques, là oui on le fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Et comme membre de la Fédération horlogère, on a beaucoup d'entreprises qui, à bas, les appellent les branches annexes. Et moi, je les appelle les co-traitants. Donc, on a beaucoup de fournisseurs qui sont membres aussi. Donc, il y a quand même une fédération. Oui, mais elle ne sert à rien pour les sous-traitants. Soyons francs. Quand une fois, j'étais voir mon ami Jean-Daniel, j'ai amené une solution pour, par exemple, identifier les contrefaits. J'y ai proposé que la clé en main, on doit aussi discuter avec l'autorité douanière, non seulement suisse, mais voire internationale, à aider un douanier de pouvoir identifier ou différencier un vrai d'un faux. Il m'a dit, écoute, on est là pour fédérer, on n'est pas là pour vendre des produits. Je dis, ok, d'accord. Mais en attendant, un douanier, en Malaisie, il ne pourra pas distinguer une vraie d'une fausse Rolex. Toujours pas. Et ça serait dans notre intérêt, pour défendre nos co-traitants. Ouais. Toi qui as été du côté des marques aussi, est-ce que c'est un peu un fantasme d'imaginer que les marques, quand elles choisissent un fournisseur pour un produit, elles font ce qu'on appelle un backup. C'est-à-dire elles se disent, on choisit dans 2 sociétés la production du même produit, parce qu'au cas où il y en ait une qui fasse faillite ou qui ait des problèmes de transmission, d'héritage, on sait qu'on a backupé. Est-ce que cette logique de prévision, elle existe vraiment dans les groupes, les marques, ou c'est un petit peu un fantasme qu'on se fait de l'extérieur? Alors les belles théories disent que c'est même une règle, typiquement du groupe où moi j'ai travaillé, dans le groupe Richemont, si vous pouvez, vous prenez toujours un fournisseur A et B, minimum, voire 3. Mais ça, c'est de la théorie. Après, vous avez, suivant le degré de spécialisation, c'est pas possible. Il y a des métiers qui sont tellement typiques ou tellement pointus qu'il n'y a qu'un seul qui sait le faire, et tant mieux pour lui, qu'il a eu l'intelligence de se spécialiser à ce degré, qu'il est unique au monde et puis qu'il est incontournable. Et je pense que ça fait aussi partie de ce débat, c'est qu'il faut après connaître, savoir où aller pour ce degré de spécialisation.
Alors j'aimerais vous raconter, moi, une toute petite anecdote que j'ai vécue. Il y a une quinzaine d'années, je parlais avec monsieur Olivier Audemars, qui fait partie des familles propriétaires d'Audemars-Piguet, et qui avait un regard sur tous ces achats de sous-traitants, de co-traitants, et qui étaient ramenés à l'intérieur des marques. Il disait, la raison même de leur valeur aujourd'hui, c'est qu'ils sont indépendants. Et quand ils vont regrouper, ils vont intégrer un groupe ou une seule marque, ils vont perdre tout l'aspect challenging d'un client qui arrive, mais est-ce que tu peux faire un peu mieux que ce que tu fais pour le voisin? Tout cet aspect de challenge, de multiculturalité au niveau de la perception des clients, des relations clients, apparemment ça se perd quand on regroupe une marque ou un groupe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ramon, est-ce que c'est des choses aussi à laquelle tu as observé? Parce que finalement, 15 ans après, on a presque l'impression qu'il avait raison. Quelqu'un... Je m'excuse, mais j'étais en train de penser, je rebondissais sur ce que Alors, mon collègue... on va juste prendre la parole, avec... mais voilà. Ouais. Moi, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Monsieur Iso. Effectivement, quand il y a eu des intégrations de sous-traitants dans les groupes, et je vais répondre de manière indirecte à votre question, ce qui s'est passé généralement, c'est que, enfin, dans un certain nombre de cas, je ne veux pas faire de généralité justement, il y a eu une perte de la substance de l'entreprise et du savoir-faire. Et en fait, tout ça, ça repose sur le fait, à mon sens, on ne peut pas faire on ne peut pas suivre 15 lièvres à la fois. Quand on est une marque ou un groupe horloger, le métier d'une marque ou d'un groupe horloger, c'est de vendre, c'est de concevoir et c'est de distribuer. Ok, on dit on intègre un boîtier ou on intègre un cadranier, on pense résoudre nos problèmes à court terme, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, sauf que ce qui se passe derrière, et nous, moi c'est une de mes préoccupations quotidiennes, c'est que petit à petit, sans qu'ils s'en soient rendus compte, ils ont perdu les savoir-faire à l'intérieur des entreprises, qui parfois sont concentrés uniquement sur quelques personnes. Donc ça rejoint un petit peu cette vision d'il y a 15 ans. Complètement. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé ces 4 dernières années dans les manufactures. En tout cas, je le sens, hein, parce que bon, nous, on est des professionnels. Ça fait encore 6 ans, on avait des interlocuteurs à l'intérieur de ces manufactures. Aujourd'hui, vous savez comment ça se passe dans ces groupes. Quand quelque chose ne va pas, on prend les meilleurs qui sont souvent les chefs, hein, et puis on les met de côté. Parce que voilà, on dit c'est de ta faute si les choses ne vont pas bien. On va faire un raccourci, hein. Et souvent, comme vous dites, il y a des gens de valeur qui ont quitté ces groupes. Et aujourd'hui, nous, c'est vrai que d'un côté, on a beaucoup plus de valeur tout d'un coup parce qu'on est là pour les guider, pour trouver des solutions. Et ces gens ont perdu finalement des personnes, ces marques ont perdu des gens de valeur. Et c'est récurrent. Et moi, j'estime que c'est vraiment notre job que de savoir repérer quels sont les savoir-faire dans nos usines. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité qu'il nous est arrivé, nous, au sein du groupe IMI, de faire le même genre de bêtises. Et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et quand on a un groupe, vous avez dit, effectivement, on a grossi. Et quand on a racheté Cheval, on avait 150 personnes. Maintenant, on est 800. Et il a fallu qu'on mette en œuvre un certain nombre d'organisations, notamment sur le plan ressources humaines, sur le plan de la maîtrise des savoir-faire et des compétences. Donc on a des chantiers en interne sur le plan des connaissances des gens. Moi je connais quand même pas mal de gens, quasiment tout le monde dans le groupe, et de savoir où sont les vraies compétences et où est la vraie valeur apportée par les uns et les autres. Et quand vous êtes au sein d'un groupe qui compte 5-10 000 personnes, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, est-ce que c'est même une opportunité à la limite que ces grands groupes aient verticalisé, racheté des sociétés, du coup elles ont besoin tout d'un coup de plus confier des travaux aux indépendants parce qu'elles ont perdu leur... Aujourd'hui, on le sent clairement. On nous a laissé un petit peu tomber. On nous donnait ce qu'on n'avait pas envie de faire à l'interne. Et aujourd'hui, je le sens bien qu'il y a un manque de... vous savez, dans nos métiers, on a des métiers où le côté humain d'une personne, comme vous dites, vous avez fait des erreurs, vous avez perdu qu'une personne, mais vous avez perdu tout un département. Côté humain a beaucoup, beaucoup d'importance. On a des gens qui sont appliqués à faire ce métier. Il y a des gens qui le font vraiment avec le cœur. Hein. Donc, on a un métier, c'est comme ça. Quand on rentre dans l'horlogerie, quand on travaille dans l'horlogerie, en règle générale, les gens quittent plus l'horlogerie. Ça peut être même quelqu'un qui est dans un back-office ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des métiers où on travaille
avec le cœur. Et le côté humain a beaucoup d'importance. Alors, je rebondis très rapidement, parce que c'est une petite parenthèse, mais les groupes ont maintenant aussi, très souvent, une sorte d'habitude d'engager des acheteurs. Hein. L'acheteur, c'est un peu le métier d'avenir quand on travaille dans un groupe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient d'un tout autre domaine, mais qui vient pour ratiboiser, peler, tondre le fournisseur en lui disant, voilà, il faut que tu fasses des prix, on est quand même important, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Parce que je dis, avant on détestait les assureurs, maintenant on déteste un peu les banquiers et les journalistes. Ben, finalement, dans l'horlogerie, c'est un peu les acheteurs que vous détestez. Alors, moi, je vais vite prendre la parole. Je ne veux pas non plus monopoliser tout ça. Je crois que le raccourci, c'est simple. Aujourd'hui, il y a des acheteurs. Ça fait face à la mondialisation. Ça fait face à ces groupes qui rachètent des marques, qui sont cotés en bourse, où il faut faire de plus en plus de chiffres. On ne peut pas aller contre ça. Maintenant, moi, ce que je déplore, ce qui est dommage par rapport à mes débuts, c'est qu'autrefois, un acheteur, il connaissait nos problèmes. Il était du métier, en tout cas, il avait fait ses armes dans la manufacture et il pouvait comprendre nos problèmes. Donc aujourd'hui, nos problèmes, ils sont mis de côté et souvent, c'est que le prix. Le problème, c'est le prix. Donc voilà, c'est pour résumer, et ça, c'est dommage parce qu'un acheteur qui connaît, souvent, c'est des gens qui viennent de l'automobile, hein, parce qu'on a pris les meilleurs finalement. Les gens qui font face à des équipementiers et puis on est à des réductions de 50 centimes sur un siège automobile. Voilà, et on a pris des gens comme ça. Malheureusement, ces gens, on a de la peine à dialoguer avec eux pour simplement leur divulguer nos problèmes. Ouais. Voilà. Rodrigue, tu veux intervenir? Je peux adhérer en tout cas pour une grande partie de ce que Ramon vient de dire. On commence à être vraiment un peu dans un manque de compétences horlogères et on voit de plus en plus de gens entrer dans notre industrie qui n'y s'y intéressent pas trop. J'ai une fois eu le chef des achats d'un groupe qui m'a clairement dit « Monsieur S, mon patron s'en fout de l'ergonomie d'une chaise pour une horlogère. Je dois que optimiser les coûts de revient et la marge. » Et j'adhère aussi à ça, c'est qu'un acheteur, un bon acheteur aide vraiment à optimiser les marges, mais surtout aussi à établir une relation partenariale à long terme où il peut vraiment faire appel à ses compétences qui, au sein de ces entreprises, souvent en profondeur, n'existent pas vraiment. Il le communique. Typiquement, quand je viens au SIHH, il y en a qui disent voilà nos métiers d'art, et puis vous voyez un établi, puis vous voyez un émailleur ou un sertisseur faire du beau travail. Mais après, quand vous mettez ça en relation au nombre de pièces que cette marque elle vend, vous devinez très vite que ce n'est pas possible qu'ils le font à l'interne de l'entreprise. Donc, ils doivent pouvoir s'appuyer sur un tissu fort, fiable. Et là, ça nécessite une alliance bonne, forte entre l'achat et le fournisseur. Ça doit venir un vrai partenariat. Et ce terme a trop longtemps été un peu abusé, je trouve, le partenariat. Mais il se vit. Monsieur Maturel, vous qui êtes grand dans l'expertise, mais de taille un peu plus modeste, avec une quinzaine de personnes, donc par rapport au nombre, est-ce que vous êtes plus sujet à céder aux pressions des coûts face à un tout grand qui vient et qui vous promet des quantités voilà. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Aujourd'hui, cher Time, je peux pas dire qu'on ait cette pression-là. On a la chance de travailler avec des grandes marques, des grandes maisons, qu'on a connues par le passé, avec des gens qu'on a rencontrés dans d'autres vies, on va dire. C'est du dialogue, en fait. C'est du dialogue. Avec nos fournisseurs, avec nos sous-traitants, on travaille beaucoup en collaboration. Et avec les acheteurs, c'est le maître mot, c'est ça. C'est la collaboration, c'est le dialogue. Et on fait des métiers où il y a vraiment des choses exclusives. On nous demande de la très haute qualité, des niveaux de détail très poussés, surtout dans la finition. Hein. Alors je parle de la finition, on va dire c'est facile parce que ça n'a pas besoin de marcher, c'est vrai. J'ai eu longtemps travaillé dans un bureau technique où on développait des jolis mouvements, des très beaux mouvements. C'est une autre dimension de devoir faire fonctionner l'art, on va dire. Enfin, moi j'appelle ça de l'art. Hein. Aujourd'hui on s'est focalisé, nous, sur les finitions, mais au final c'est à peu près la même démarche parce que on va être obligé de savoir le refaire, ça c'est indéniable, de le qualifier. Et ça on l'explique aux clients. On l'explique
On leur dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Si vous voulez y arriver, voilà, on vous accompagne, on vous dit on va y arriver comme ça, on va protocoler des choses, on va être méthodique parce que c'est super important. Ouais. C'est bien beau de faire de l'art. Enfin, on peut faire un tableau, il y a pas de, enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de souci, hein, tout le monde n'est pas artiste. Hein. Mais c'est très important de savoir le refaire. On est quand même dans une industrie de luxe où on veut des choses uniques, on veut des choses exceptionnelles. Mais on veut pouvoir en faire quand même des quantités et savoir les refaire. C'est un travail de tous les jours, c'est pas évident. Aujourd'hui, voilà, on a la chance de nous travailler avec des marques qui comprennent ça. Je vais pas dire que c'est toujours facile, hein, loin de là. Hein. Mais il y a beaucoup de dialogue, et à un moment, on montre aux gens. On leur montre, on leur explique pourquoi on peut le faire, pourquoi on peut pas le faire. Alors c'est facile quand on est 15, je suis d'accord. Maintenant, quand on est un gros groupe, ça doit être bien plus complexe. Alors justement, Monsieur Gérard, vous, cette nouvelle race ce nouveau métier, parce que j'aimerais bien d'ailleurs, je me tourne vers l'assistant, si il y a des acheteurs parmi nous, j'aimerais bien une fois en rencontrer et puis avoir une discussion et puis pouvoir comprendre un peu, parce que ça doit pas être facile, quoi. Je veux dire. Donc, si vous n'hésitez pas après la table ronde à m'interpeller et puis que je révise peut-être un petit peu ma vision de ce métier, en fait. Mais vous, sur le rôle des acheteurs. Effectivement, c'est un mouvement de fond qu'on a vu ces dernières années. Et je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que ça s'installe et ça s'installera dans nos sociétés. Et c'est comme ça. Il ne faut pas lutter contre ça. D'ailleurs, nous-mêmes, on a des acheteurs au sein du groupe. Voilà. La seule question, c'est la question de la valeur ajoutée de l'acheteur, de ce qu'il apporte réellement. S'il approche... je pense que c'est un métier qui connaît des mues. Initialement, on était plutôt sur des approches très techniques, de relations personnelles. Et c'est assez sain d'ailleurs, parce qu'il ne faut quand même pas qu'on garde de vue la nécessité. On est des personnes, hein, on n'est pas des systèmes, on n'est pas des machines. Et si on sait garder ça, ça sera toujours positif. La deuxième tendance de fond qu'on a vue, c'est cette logique de négociation à outrance, que moi je ne trouve pas très saine, même si elle est là, et il faut faire avec. Donc voilà. Et puis la troisième, et c'est là où pour moi c'est intéressant, et je pense que contrairement à ce que vous disiez, je vois quand même une évolution dans ce sens-là, c'est la logique d'une construction commune, d'une filière, avec des intérêts bien partagés. Hein, ça fait des années qu'on entend parler dans l'horlogerie de partenariats, etc. Moi, j'y crois pas 2 secondes, ou en tout cas, je ne crois pas 2 secondes au partenariat dès lors qu'il ne se repose pas sur des intérêts clairs et précis. Et ce qu'on voit apparaître actuellement, depuis, je dirais, une année à peu près, c'est la vraie structuration des services achats qui disent maintenant on va beaucoup plus choisir, on va beaucoup plus construire, on va beaucoup plus donner une vision de long terme, on va gérer avec nos fournisseurs les risques industriels. Et je connais relativement bien le sujet parce qu'on a connu chez Cheval Frères, qui est une des principales filiales du groupe, un incendie important en janvier 2014, le 23 janvier 2014, où on a perdu 80% de nos capacités de production. Juste pendant le SIHH. Pendant le SIHH, le jeudi du SIHH. Wow. J'étais chez Gégère ce jour-là, je m'en souviens bien. Et nous, on a toujours travaillé au niveau du groupe sur la gestion de nos risques. Et on a eu notamment des sous-traitants locaux chez Cheval Frères en disant si on a des croissances d'activité, comment est-ce qu'on pourra faire face ? Et là où je vois quand même une évolution intéressante actuellement dans le rôle des acheteurs, c'est que de plus en plus, un certain nombre de critères, qui sont la technicité, qui sont le prix, hein, parce qu'il faut se dire les choses, le prix est et restera un des critères importants pour les acheteurs, que sont la gestion des risques, que sont le CSR, que sont la pérennité des entreprises, sont intégrés dans les choix. Et dès lors qu'on commence à avoir une approche qui est plus construite et plus structurée, on a une discussion bien plus saine avec les directeurs des achats, voire parfois les patrons. Et moi, de plus en plus, j'ai des discussions avec les patrons en disant où est-ce que vous voulez être à 5 ans, de la même manière que nous, où est-ce qu'on souhaite être à 5 ans. Et ça, si on réussit à faire ça, ça sera tout à fait positif. Non, c'est clair je suis totalement d'accord, il y a une prise de conscience par les marques. J'espère en tout cas, c'est mon ressenti, hein. Des marques avec lesquelles je collaborais beaucoup, par exemple, qui pendant 3 ans m'ont lâché, parce que c'est clair, elles ne m'ont pas lâché par plaisir. C'était des marques qui ont souffert à l'interne, donc il fallait déjà qu'ils donnent à manger à leurs collaborateurs. Et c'est clair qu'aujourd'hui, quand on a été reconvoqué par ces marques, il y avait un autre dialogue, il y avait une volonté justement de pérenniser avec nous, de nous mettre sur des sujets de produits
afin d'avoir une continuité durant l'année, un programme, structurer un programme, avoir des objectifs, on a des panels quasiment de savoir ce qu'on va recevoir pour un produit, ce qu'on va recevoir pour les 6 mois à venir. Donc on peut s'organiser aussi à l'interne, chose qu'avant c'était flou. Avant on nous promettait beaucoup de pièces et puis du jour au lendemain ça s'arrêtait. Donc il y a vraiment une évolution dans ce sens et je pense qu'aujourd'hui il faut prendre le train avec ces sociétés si on a de la chance de pouvoir participer à leur développement. C'est aujourd'hui je me sens en tout cas beaucoup plus serein qu'autrefois. Quelqu'un aimerait ajouter? Oui, Rodrigue, tu veux un peu ajouter? Non, je pense que Ramon vient de dire, c'est très juste. C'est que malgré, j'aime même pas dire malgré, l'arrivée d'acheteurs de l'automobile, ça nous fait aussi apprendre à refaire un peu notre métier. Mais je rejoins aussi ce qui venait d'être dit, c'est que il y a ces discussions qu'il faut mener de plus en plus en avance maintenant. Est-ce que dans 5 années, vous voulez être au même endroit que nous? Je pense que c'est la bonne question qu'il faut poser à son partenaire, à cette marque dont on ose être le fournisseur, et d'en déterminer ensemble après ces visibilités de demande, d'avoir une clarté de ce qui va arriver, les capacités qu'on puisse planifier. Ça, c'est une chose. Et là-dedans aussi, après, on reçoit les paramètres qui permettent mieux de trouver les solutions. Oui. Tout bon acheteur, peu importe. Moi, je pense qu'il faut arrêter de toujours dire les acheteurs de l'automobile, parce que ça devient un peu déjà presque comme le terme banquier. C'est un mauvais terme. Je pense qu'il y a des excellents éléments d'acheteurs qui sont venus de l'automobile, puis qui nous ont aussi un peu réveillés. Mais ça n'empêche pas que l'humain est important et que surtout l'acheteur, il comprend aussi... là, j'ai vraiment en face de moi quelqu'un qui peut m'amener un clé en main, un groupe où il y a plusieurs groupes comme ça maintenant. Je suis impressionné par le groupe IMI, le groupe Acrotech aussi fait un excellent travail de se regrouper avec beaucoup d'acteurs. On a les Forgerons du Temps, qui a une nouvelle initiative qui est dans cette direction qui réunit beaucoup d'avantages pour les acheteurs parce que ça amène les compétences, typiquement par CERCAB, comme ça, quand vous cherchez une spécialisation, je la trouve là. Et je pense que c'est important parce que nous vivons aussi quand même un peu dans notre petit monde à nous et des fois on a tendance à oublier qu'il y a plein de choses qui changent. Par exemple, en Chine maintenant, c'est de plus en plus bien vu de consommer des produits provenant de Chine. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est des gens auxquels, par transfert de technologie et de savoir-faire, sur les dernières 30 années, nous leur avons appris à faire mieux certains composants qu'on sait les faire nous en grande quantité. Ils sont donc aujourd'hui industriellement capables de faire dans des millions de pièces, boîtes, etc., qui sont sans faille pour un marché qui est en train de s'émanciper, où ça devient bien vu d'acheter et porter un produit chinois. Alors nous, on en a encore parlé avant, je pense le futur, c'est le haut de gamme, au moins le mid-gamme, la haute qualité et de plus en plus des pièces hautement spécialisées. Et si nous savons nous distinguer par ça, et en tissant des bons rapports entre les acheteurs et les fournisseurs d'une part, et d'amener des bonnes solutions aux acheteurs, je pense qu'on a une belle carte à jouer. Moi, je vois aussi quelque part, j'avais presque envie de dire, mais c'est un peu votre faute, quand vous avez un acheteur inculte. Quand je dis inculte, c'est pas du tout de la notion de l'achat ou il n'est pas inculte en matière de négociation, mais qu'il est inculte en matière d'horlogerie. Et ce ne serait pas finalement plus simple que vous le preniez un petit peu à part en l'invitant à des petits workshops où simplement vous les identifiez, puis vous dites on va faire des cours pour acheteurs, mais des cours d'horlogerie en fait, ou du métier. Ou est-ce qu'ils n'ont pas envie? On le fait. Non, ça s'est fait, mais c'est important ce que mon collègue dit. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces acheteurs, et très important, ils nous remettent en question. En tout cas, ce qui est le cas pour moi. Hein. C'est vrai qu'on a tous travaillé de manière artisanale, on a tous travaillé avec nos tripes. Et aujourd'hui, le monde, il a changé. Le monde, il change. Vous le voyez, c'est partout. Hein, l'automobile, l'aviation. Il y a une remise en question. Maintenant, bientôt, on va manger de la viande synthétique. Donc, il y a une remise. Si on n'est pas vegan. Il y a une remise totale du monde de demain. Et aujourd'hui, je me pose la question, et je me suis posé la question. Aujourd'hui, j'ai fait appel
à un consultant, je vais faire appel à des gens qui vont me donner des directions à prendre. Donc je ne suis plus le CIO qui prend des responsabilités pour tout le monde. Je me suis rendu compte que j'ai besoin d'aide. J'ai une force et beaucoup de faiblesses aujourd'hui face à ce monde qui est en train de changer. Donc j'ai besoin d'aide. Et tout ça, c'est des réflexions que j'ai eues et qui sont en train de se transformer aujourd'hui en moi-même, où je me rends compte qu'après toutes ces crises et tous ces challenges qu'on nous donne aujourd'hui, on a une chance, nous, en tant que sous-traitants, d'encore prendre le train demain. Aujourd'hui, je veux dire, pour être là dans le futur. Il faut penser futur aujourd'hui. On ne peut plus travailler au jour le jour dans l'horlogerie. C'est terminé. Bien entendu, j'ai mon collègue là qui fait des pièces artistiques dans le mouvement et tout. Ça, c'est des choses peut-être différentes que ce que je pratique moi. Moi, je suis déjà à la base un artisan qui passe à un mode industriel. Pourquoi ? Parce que j'ai de plus en plus de mandats conséquents. Et aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on se fait. En tout cas, je pense que tout le monde se le fait. Même vous qui avez une énorme entreprise, je pense que vous avez vu l'évolution de vos sociétés. En 10 ans, ça a totalement été bouleversé. On a beaucoup de métiers qui se rajoutent dans nos entreprises. Hein. Des métiers dont on n'imaginait pas il y a 20 ans qu'ils puissent exister, où on était très centré sur la partie technique, qui est la base de nos entreprises. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, vous parlez des consultants, des acheteurs, des vendeurs. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, quand je suis arrivé dans l'horlogerie, alors qu'on a toujours eu des technico-commerciaux chez nous, on me disait, mais quel est l'intérêt, M. Gérard, d'avoir un technico-commercial ? Ouais, mais si on veut se développer, c'est nécessaire. Alors, il faut trouver les bons. C'est un autre sujet, c'est comme pour les acheteurs. Hein. Et quand on les a, il faut les garder. Oui. Alors, ça rejoint un petit peu la dimension. Tout à l'heure, Rodrigue, tu m'expliquais que tu pouvais pas aller à une soirée ce soir parce que tu es dans un cours. Donc, il y a la notion de formation continue. Mais tu es en train d'apprendre quoi, en fait ? Quelque chose qui a à voir avec l'horlogerie ou bien c'est de la prospective pure ? Tu vas le payer cher d'avoir parlé de ça. Je participe actuellement à un cours d'intelligence artificielle et de machine learning au MIT à Boston. Donc c'est en ligne. C'est pour ça que tu es décalé dans les horaires un peu. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment des domaines auxquels nous devons aussi nous ouvrir à l'innovation en soi. Nous devons plus nous ouvrir. Franchement, quand je visite ce salon, je vois tellement d'innovation. C'est fascinant, c'est passionnant. Mais il y a encore plus là-dehors. Et quand vous voyez qu'il y a des technologies comme le machine learning qui vont aider à encore venir beaucoup plus, même pour un artisan, beaucoup plus efficace. Moi, j'ai aucun problème d'avoir un excellent acheteur devant moi qui me challenge. Si derrière, avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles manières de s'appréhender, trouver des solutions, je peux optimiser mes coûts de revient. Je peux même peut-être, parce qu'il m'a challengé, offrir un meilleur prix, mais encore gagner plus. C'est possible, j'en suis persuadé. Et quand on voit ce que ces nouvelles technologies vont nous amener, et ça comprend aussi un terme que j'aime beaucoup, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais on devrait plutôt parler de la intelligence collective. Parce que ça, c'est le but définitif de l'intelligence artificielle. C'est de nous amener à l'intelligence collective. C'est de faire des réseaux, de se tisser. Hein, ça devient presque neuronal. Et je pense que nous pouvons en bénéficier tous ensemble si cette industrie devient encore plus neuronale. Alors, on a cité tout à l'heure un système de croissance qui est assez incroyable, on en a parlé, c'est le groupe Acrotech. Hein. Donc le groupe Acrotech, il n'y a aucun représentant ici, mais dont le principe est de racheter plusieurs sociétés, de garder un certain montant pour permettre aux vendeurs de faire partie de la holding, et puis éventuellement de continuer à diriger son entreprise. Mais grâce à ça, de se retrouver dans un système de network, puisque c'est le mot qu'on pourrait dire, et quelque part qui garantit aussi aux marques, aux clients, que ce savoir-faire reste en Suisse et qu'il n'est pas en train de partir en Asie. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle de croissance ? Et dans ce que vous avez dit, M. Gérard, tout à l'heure, il y a une grande dimension d'espoir, hein, donc cette dimension de pouvoir créer des filières de développement ensemble avec des clients et plus seulement d'être dans une discussion au jour le jour. Mais voilà, là, on a un autre modèle où il me semble qu'il y a un peu d'espoir aussi dans le développement et qui tourne le dos à toute cette partie de verticalisation
dans lequel les groupes ont été s'engouffrer. Oui, alors je ne sais pas si c'est la question, mais... C'est presque une réflexion qui n'est pas une vraie question, mais... Effectivement, le groupe Acrotech, je connais M. Billig, et puis je sais qu'on a eu des réflexions communes il y a quelques années maintenant. Donc voilà, évidemment, je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Ensuite, alors là, moi je le dis pour moi, parce que je ne sais pas comment, c'est construit à l'intérieur d'Acrotech. La vraie question que je me pose, moi, dans l'acquisition des sociétés qui sont faites quand on fait de la croissance externe, je vous ai dit qu'on avait intégré la société Stettler Saphir, c'est de la cohérence que ça apporte dans l'ensemble du groupe. Je vois passer un certain nombre de dossiers de croissance externe. Voilà, il y en a qu'on décide de ne pas suivre et en ce moment d'ailleurs on n'en suit pas parce que justement, parce que l'objectif est un objectif de construction d'abord et avant tout industriel. C'est-à-dire que Stettler fabrique des pièces en saphir. On avait au sein du groupe la fabrication de pièces en céramique, la fabrication de pierres d'horlogerie. Je vous ai dit qu'on avait une dimension qu'on souhaitait prendre sur l'aspect matériaux. On a eu une réflexion sur le produit en disant qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée aux clients. Donc tout ça pour dire que notre objectif à nous, c'est que la somme de l'ensemble de nos activités, le croisement éventuel des capacités de production des uns et des autres permettent d'apporter un plus par rapport à la simple juxtaposition des entreprises. Et on a d'ailleurs, d'un point de vue commercial, de plus en plus de coordination avec des grands comptes et des logiques de contrat cadre, de vision à long terme qui se mettent en place. D'un point de vue industriel, des produits qu'on développe qui passent par différents sites où on dit aux clients on va vous vendre une pièce en céramique qui aura une gravure laser, qui aura un type de finition apporté sur le cadran et on vous vend le produit clé en main. Et d'un point de vue investissement, il y avait certaines machines qui n'étaient pas bien utilisées dans certains sites, qu'on a transférées d'un site à l'autre. Et encore une fois, toujours avec l'idée de dire je ne juxtapose pas des entreprises les unes à côté des autres, mais je fais en sorte que la construction et la constitution de ce groupe industriel apportent un sens en lui-même. Et c'est ça qui est important pour moi. Dans ce sens-là, votre père avait été assez visionnaire à l'époque où tout le monde se vendait, était prêt à céder. Dans les années 90, très clairement. Dès le début, lui, il a pensé qu'il y aurait un moment où sortiraient certains groupes industriels indépendants qui se mettent dans une logique d'organisation horizontale plutôt que verticale et qui sachent apporter une valeur ajoutée particulière aux grands groupes qu'ils ne sauront pas forcément trouver en interne. Alors, tout autre débat presque, mais qui rejoint quand même cette dimension de l'avenir On a mis sous-traitance, mais moi j'ai été un des premiers à vouloir qu'on mette le mot co-traitance, parce qu'il y a un côté sous qui n'est pas forcément compris quand on dit co-traitance, c'est vraiment cette dimension. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les groupes sont occupés à autre chose, c'est-à-dire à voir comment est-ce qu'ils pourront s'attaquer aux marges qui existent entre l'usine et le point de vente, donc faire de la vente directe, et du coup ça les occupe beaucoup, et puis quelque part, étant plus occupés à faire rentrer des bilans positifs dans ce domaine-là, vous avez un peu plus la paix finalement. Non, pas... Ramon, pas trop d'accord. Non, on est challengé vraiment sur les prix, avec les grands groupes. En tout cas, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Comme j'ai dit, il n'y a pas que des côtés négatifs parce que on a résumé ça, ça nous remet en question sur notre mode de fonctionnement. Et puis, si quelqu'un peut le faire, si un concurrent peut le faire à côté de nous, c'est bien qu'il y a des solutions. Aujourd'hui, des solutions, il y en a. Ça peut être plusieurs solutions. Aujourd'hui, j'ai par exemple 2 sites. J'ai un site sur Genève et un site à la Vallée de Joux. Eh bien, vous savez très bien que la masse salariale sur Genève n'est pas la même que quelqu'un qui travaille à la Vallée de Joux. Un papa de famille avec 2 enfants ne peut pas gagner, je donne un exemple, 5 000 francs par mois sur Genève. C'est quelque chose qui devient compliqué, les salaires. Donc, il y a des produits aujourd'hui où j'ai encore de la chance. Je peux les délocaliser. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés, des sous-traitants qui partent au Tessin. Parce qu'au Tessin, il y a une main-d'œuvre très très bon marché. D'ailleurs, ils ont tendance à tricher un petit peu, tout le monde le sait. Et voilà, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas aller jusqu'au Tessin, il faut rester ici, mais des solutions.
l'industrie suisse, on a besoin. Je pense que ce métier, vous savez, l'industrie, en règle générale, l'industrie, elle a été remise en question. La grosse industrie dans les années 70, tout ce qui était sidérurgie, textile, etc. Donc tout ça, c'est mort aujourd'hui. C'est plus fait en Europe. Aujourd'hui, si on veut garder encore ce savoir-faire ici en Suisse, je pense que parce qu'on a une industrie horlogère, on est resté ici. Mais maintenant, il faut peut-être commencer à réfléchir. Voilà, quelle sera l'industrie dans le futur? Parce que je pense qu'on a pris pas mal de retard. Et dans tout ça, il y a dans tous ces côtés négatifs, il y a des côtés aujourd'hui où moi, aujourd'hui, peut-être à la fin de ma carrière, puisqu'il me reste encore 10 ans à travailler, tout d'un coup, je me réveille et je me dis, il faut donner encore un grand coup de collier, parce que les belles années qu'on a vécues, c'était superbe, hein, mais c'est terminé aujourd'hui. On s'est bien amusé, mais c'est terminé. Aussi un commentaire par rapport à cette notion que les marques ou les groupes seraient un peu trop occupés à voir comment récupérer du cash avec s'attaquant aux marges, hein, à la guerre des marges, et du coup qui donnerait un peu plus de tranquillité ou disons de désirabilité du côté co-traitant, pardon. Rodri, oui, monsieur Gérard. Alors moi, je pense que le débat ne se pose pas du tout en ces termes. D'accord. En fait, comme vous venez de dire, on est sorti d'une période de 20 années de croissance structurelle où, en gros, il fallait prendre les parts de marché et puis on s'organise au mieux. Maintenant, on est rentré dans dans une autre période, qui est une période de croissance relativement faible, avec des clients qui se sont accoutumés à nos produits et donc qui ont une lecture critique sur le produit et sur sa valeur. Et avec des évolutions technologiques par Internet, etc., qui conduisent à un besoin de réflexion différent sur les canaux de distribution. On voit bien que tous nos clients, aujourd'hui, sont complètement concentrés sur la question de savoir comment je vais vendre mes montres demain. Qu'est-ce qui fait que mes clients achètent des montres à plus de 10 000 francs suisses? On en parlait tout à l'heure. Une montre à plus de 10 000 francs suisses, et on a eu tendance à l'oublier, 10 000 francs suisses, c'est une somme gigantesque. Moi, je n'étais pas de l'horlogerie à la base, et quand j'y suis arrivé, pour moi, une montre à plus de 200 euros, c'est déjà cher. Hein, j'avais des Swatch comme tout le monde. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça. Pourquoi les clients achètent nos produits et comment est-ce qu'on va leur vendre? Et on voit que toutes les marques sont en train de réfléchir de manière extrêmement importante, avec des évolutions de technologie, avec l'intelligence artificielle, en disant comment je vais vendre mes montres de demain. Donc, pour revenir sur la question que vous posiez, est-ce qu'aujourd'hui, ils nous laissent pour autant un peu plus tranquilles? Non, parce qu'on a toujours les acheteurs en face de nous qui nous posent un certain nombre de questions. En revanche, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas concentrer tous leurs efforts sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est ça le gros changement. Et le gros changement, c'est la prise de conscience, notamment par un certain nombre de nouvelles générations de patrons qui sont arrivés à la tête de ces groupes et qui sont les fruits de leur génération. Hein. C'est normal d'ailleurs d'évoluer comme ça. Et qui disent on doit se concentrer sur la conception de nos produits, sur la distribution, sur le marketing. Et on doit derrière avoir un certain nombre de groupes avec lesquels on va travailler, sur lesquels on n'est pas obligé de regarder tous les 3 jours s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas une pièce qui manque. Et donc qui nous apportent une visibilité, une certaine sécurité, une certaine structure, en tout cas, moi c'est ma lecture, pour faire en sorte que l'intendance suit, quoi. Magnifique, merci. Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à ça? Parce que j'aurais presque aimé maintenant vous entendre, vous qui êtes là et qui devez avoir très très faim, en vous disant j'espère que ça va finir quand même, qu'on puisse aller manger. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre présence et puis je vous propose de ne pas hésiter à poser des questions, à vous adresser à nos interlocuteurs. Merci. Donc moi, je me suis toujours posé la question au fait de comment, quand on a une entreprise qui a une logique industrielle, d'intégrer, ou bien comment vous gérez les demandes de grandes marques horlogères par rapport à celles qui vous demandent des petites quantités. Par exemple, celles qui sont dans les carrés d'horloger par rapport à celles qui sont une marque exposante au SIHH. Est-ce qu'il y a une démarche intellectuelle derrière ou voilà, c'est juste la rentabilité et puis on veut être plus tranquille peut-être en travaillant avec des grandes marques? Enfin, c'est vraiment un thème que je trouve intéressant et puis si vous pouvez répondre à ça. Ça peut fâcher ce
ce que je vais dire, mais j'ai fait beaucoup de mauvaises expériences avec les petites marques. Les mauvaises expériences, elles ne sont que pécuniaires. C'est-à-dire nos métiers nous demandent beaucoup de travail et on se donne beaucoup de peine. Des fois, c'est j'ai eu beaucoup de problèmes de factures non payées. Il faut dire ce qui est. Donc aujourd'hui, je crois que pour un sous-traitant, le confort, c'est de travailler avec un grand groupe, avec de grosses marques. Le nerf de la guerre, c'est quand même le paiement. Vous savez que toute cette industrie, on est payé à 30 jours. Donc c'est exceptionnel, voire 15 jours, et ça c'est exceptionnel, ce qui nous permet de réinvestir, ce qui nous permet de continuer. Et aujourd'hui, je vais vous répondre, aujourd'hui je fais attention de travailler avec des petites marques, voilà. Pour moi, pour ma part. Antoine Audrey ? et moi, on en parlait avant, des capitaux immobilisés dans cette industrie qui sont totalement hors normes. Il n'y a pas beaucoup d'industries dans le monde qui immobilisent autant de capitaux dans des parcs de machines, dans du savoir-faire, dans la formation, dans l'équipement, etc. Et ce n'est que de bonne guerre qu'on se fasse payer dans les délais. Et ça, souvent, c'est un véritable problème. J'adhère à ce que Ramon vient de dire. Malheureusement, souvent avec les petits, c'est pas le cas. Et tout petit qui a du succès, étonnamment, sont ceux qui payent. C'est assez simple, donc il doit y avoir une logique là-dedans. Et il est que logique après que, comme fournisseur, on s'oriente vers des clients qui peuvent apporter les volumes critiques industriels nécessaires pour pouvoir faire rentabiliser son outil de travail, qui en outre, il ne faut jamais l'oublier, est aussi en principe comme un département externe de ce client, dans un certain sens, parce qu'ils n'ont pas chez eux. Donc ils payent aussi ce coût de cette structure et de cette infrastructure et de personnel et de ce salaire, de ce père de famille, genevois ou de la vallée. Ça, il ne faut vraiment jamais l'oublier. On est des bras rallongés, des marques à la fin de compte à ce niveau-là. Moi, il y a une formule qu'il faut peut-être pouvoir intégrer, parce que tu as posé aussi la question comment gérer des grands volumes et en même temps des petits volumes dans une entreprise. Ça, c'est un challenge dans la supply chain, ou de pouvoir tenir son flux industriel efficace. Il faut penser en cellules. Moi, j'ai dû résoudre ça plusieurs fois. Et on a souvent trouvé la solution en travaillant en cellule. Le problème après, c'est toujours un petit peu quand quelqu'un dans une cellule a fait son truc, il s'arrête là et puis il dit même pas à son collègue qu'il faut continuer. Et ça, c'est pas toujours évident à gérer. Mais c'est les cellules. Peut-être au niveau de vos clients, est-ce que vous pouvez un peu répondre aussi à cette question? Est-ce qu'il y a les deux catégories ou entre deux? Pour ma part, en tout cas, j'ai été très surpris de voir que c'est pas forcément les grands groupes qui payent le mieux. Qui payent le mieux, c'est parce que, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est quand même les finances à la fin du mois. Il y a de tout. Moi, je crois plutôt en un produit ou en quelque chose qu'on vend. Je m'attache plus à ça qu'à la dimension de la société. Il y a des produits auxquels on croit et on sait qu'ils les vendront. Il y en a d'autres. Après, ça ne veut pas dire qu'ils paieront. Monsieur Gérard, vous, est-ce que vous êtes équipé pour répondre aux petites pièces de la mosaïque? Alors, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question de fond que vous posez, qui est importante, avec laquelle je n'ai pas de réponse, malheureusement. Sinon, deux réflexions. La première, et pour moi c'est un des risques importants de l'industrie horlogère, c'est l'effritement des volumes. On a des usines, on a des investissements qui sont importants, et si on n'a pas un minimum de volume, la rentabilité des investissements est quasiment impossible. Néanmoins, force est de constater que justement du fait de cet effritement de volume, il faut trouver un juste équilibre. Et tout est dans le juste équilibre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse, a priori. Dans le juste équilibre entre les petites séries et les grandes séries qu'on apporte à l'intérieur de nos usines. On se pose la question tous les jours. Alors, une tendance de fond quand même, qui à mon avis va jouer un rôle important, c'est que de plus en plus, alors ça fait des années que nos clients nous demandent la qualité, le prix. On n'a pas parlé de taux de service. De plus en plus, nos clients nous demandent un taux de service. Alors, ils nous le demandent depuis des années, mais je pense qu'on est vraiment rentré depuis maintenant assez peu de temps, finalement. J'aurais tendance à dire 3 ans, grosso modo, dans un pilotage de l'activité au taux de service, mais avec des vrais taux de service. Pas les taux de service au nombre de pièces à la fin du mois, parce que ça, c'est un faux taux de service.
Et ça va quand même conduire à se poser un certain nombre de questions sur l'organisation industrielle et sur ce qu'on peut réellement garder à l'intérieur de nos usines. Et je crains malheureusement que ça soit plutôt défavorable aux petites marques qui posent par ailleurs les problèmes de paiement notamment dont vous avez parlé. Donc je pense qu'en fait on est rentré dans une espèce d'évolution structurelle, qu'on le veuille ou non, qui va faire en sorte que les plus gros seront toujours de plus en plus gros, les plus grosses marques vont prendre plus de place, les plus petites marques, sauf celles qui sont vraiment dans une logique de changement radical, et on en connaît quelques-unes, on en a forcément une en tête qui s'est développée ces 20 dernières années, mais pour moi il n'y en a qu'une seule, et qui va conduire dans nos usines également à se poser par rapport à notre organisation exactement les mêmes questions, en disant ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, on ne pourra plus le faire, parce qu'un tel nous donne de la visibilité à 5 ans, parce qu'on s'est engagé sur de taux de service à 90 et quelques %, parce que, et que si on rajoute des toutes petites séries qui en plus, où les exigences changent tout le temps, ça ne pourra pas marcher, et ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, pas de réponse claire, mais quand même un mouvement de fond, à mon avis, qui sera inévitable. Alors, c'est vrai que ça nous pose aussi des questions en tant que des fois de l'autre côté où le journaliste, il aime beaucoup voir dans les petits labels par rapport aux majors, hein, c'est toujours l'image. Mais ce que je voulais dire, est-ce que les groupes industriels, ceux qui arrivent à acquérir une taille industrielle, est-ce qu'ils n'auraient pas une responsabilité pour maintenir en vie une forme de tissu presque culturel qui fait qu'à un moment donné, de petit on sera grand, un nouveau projet, il y a peut-être des bonnes impulsions, des ondes positives dont on pourrait se nourrir aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout d'un coup, hormis disons la partie rentable, est-ce qu'on pourrait imaginer presque une dimension culturelle qui rejoindrait après aussi les savoir-faire manuels quelque part, la notion, voilà, grande question, grand débat. Presque organiser une autre table ronde pour ça, mais... J'aimerais répondre indirectement à ta question. Je pense que des fois, d'accepter une petite commande d'un client qu'on n'a peut-être même pas encore vu avant, on pourrait peut-être être surpris en bien, parce que derrière se cache peut-être des grosses commandes et puis une relation à long terme. C'était peut-être juste une commande test. Et ça peut aussi être une commande avec laquelle on perd de l'argent. Mais si on est peut-être intelligent comme fournisseur, on prend le risque parce qu'on sait peut-être quel gros poisson là se cache derrière. C'est là où l'entrepreneur entre en matière. Il faut des fois aussi être un peu entrepreneur et oser perdre pour gagner. Ça s'appelle investir d'une part, mais d'autre part, on peut aussi apprendre avec des commandes pareilles. Elles peuvent être très sophistiquées, elles peuvent vous amener à vous innover, à vous améliorer ou à apprendre de nouveau quelque chose. Mais de l'autre part, j'ai un problème des fois, c'est que nous avons en face de nous aussi une industrie. L'autre jour, j'étais à Pékin, j'étais visité dans la ville interdite, l'exposition d'horloges. Hein. Il y a comme un musée horloger. Et il y a le monsieur qui m'a demandé pourquoi vous, les Suisses, êtes tellement célèbres pour l'horlogerie. Parce que j'étais épaté de voir ce qu'il y a. C'est aussi beau que le MIH, si ce n'est qu'il y a un peu plus de poussière sur les horloges que chez nous. Ils sont aussi bons horlogers que nous. Et je lui ai répondu, dans ma franchise connue, elle est simple, we are the better bullshitters. Notre marketing est meilleur que le vôtre. Nous savons vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Et c'est vrai. Ils ont des horloges qui ont 300-400 ans, elles marchent, elles fonctionnent. Donc, ils savent aussi bien faire des choses. Et j'ai vu des choses qui se font là-bas encore de manière industrielle, qui aujourd'hui, ici, on les vend comme totalement rares, absolument exclusifs, quasiment impossible de faire. Il n'y en a qu'un seul ou deux, trois qui savent le faire. Typiquement l'émaillage, les cadrans émail. On nous vend des cadrans émail à 6 000 francs. Bien sûr qu'ils coûtent 6 000 francs aujourd'hui. Moi, je me rappelle comme enfant, comme gamin, quand j'allais à l'école, j'ai passé devant une usine de cadrans, il y avait les poubelles Oxner dehors, puis il y avait des milliers de cadrans émail dedans. C'est 40 ans en arrière. Et c'est ce qu'on n'ose pas perdre. Et c'est où j'adhère à Ramon, c'est à nous d'assurer que ce savoir-faire, on le garde ou qu'on le reconstruise. Mais c'est souvent pas la rocket science. Hein. Finalement, la dimension industrielle peut aussi offrir ce confort, ou disons cette perspective de sauvegarder des savoir-faire et vous les avez identifiés, puis après vous dites il y a moins pour eux à telle période, mais il faut quand même les garder parce que s'ils partent, ce qui serait peut-être plus rentable,
Et c'est un pan de savoir. Et moi, je voulais apporter peut-être juste une petite anecdote aussi. En préparant un magazine là, qui sort au salon, j'ai découvert le dernier chaîniste de Suisse et de France. Donc c'est un bijoutier qui a un âge qui est pas très élevé, donc il est dans, je pense, 40-50 ans. Et puis, c'est le dernier à avoir eu un diplôme où il y avait bijoutier option chaîniste, c'est-à-dire qu'il fait des chaînes à la main. Donc dans un univers où tout le fait main nous montre à quel point c'est important d'acheter de l'horlogerie d'excellence. Et puis tout d'un coup, on a un monsieur qui est le dernier à avoir pu accéder à une formation qui n'existe plus. Alors voilà, est-ce qu'il y a une C'est terrible. Et puis, pour parler des chaînes, il faut juste savoir une chose, c'est que la plus belle société qui fabriquait des chaînes se trouvait à Genève. Et dernièrement, j'ai été approché par une grande marque, dont une des personnes est ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, toutes ces chaînes reviennent à la mode. Hein. Si on regarde toutes ces chaînes, on va parler de la marque Piaget, par exemple, où on refait de nouveau ce qui se faisait dans les années 70. Pourquoi ? Parce que l'ADN de Piaget, le vrai ADN de Piaget était là-dedans, avec de la chaîne, de la pierre dure. Et aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, on a perdu certains de nos métiers, et c'est pour ça que c'est pour résumer un peu tout ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous sous-traitants, on a une énorme importance dans le métier, et il faut justement c'est à nous de persévérer et de faire en sorte que plus tard, nos métiers perdurent avec le vrai savoir-faire. Voilà, c'est un bon exemple, la chaîne. J'aimerais tendre le micro à... Oui, je ne connais rien à l'horlogerie et rien à la microtechnique en général, mais je me soigne, c'est pourquoi je viens chaque année au moins un instant à ce salon. Alors j'ai 2 questions d'incompétents. Le premier, le salon dans son ensemble a misé sur les synergies entre l'horlogerie, la machine-outil, disons la robotique et l'instrumentation médicale. Mais chaque fois que j'assiste à une table ronde, les horlogers ne parlent que d'horlogerie et il n'est pas question pour eux, ils ne croient pas à la diversification en instrumentation médicale, etc. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des raisons techniques, professionnelles, d'analyse marché qui font que ces synergies se limitent au partage d'un étage ou est-ce qu'il y a des pesanteurs? Et ma seconde question, l'un de vous a dit, un Chinois, we are better bullshitters. Mais peut-être toute la question du marché de l'horlogerie et de toutes les industries de luxe est là-dedans. Ce n'est pas en marketing classique que nous sommes meilleurs. Là, les Chinois et les Asiatiques sont redoutables. C'est justement dans cette sorte de magie qui fait qu'on arrive à faire croire à l'univers pendant 1000 ans qu'on est unique dans un domaine. Les Français arrivent encore à nous faire croire qu'ils sont le centre mondial de la culture. C'est pas par hasard qu'on a mis l'UNESCO là-bas, et bien que l'image soit un peu ternie, on continue à considérer Paris, contre toute évidence, comme le centre mondial de la culture. Et de la mode. La mode, tout le monde sait que la mode peut être aussi créative dans le rétro comme dans l'avant-gardiste ailleurs, mais la mode française, même si elle commence à s'essouffler, est imprenable. On pourrait faire la même chose à propos des vins. Il paraît qu'il y a une époque où les Californiens mettaient sur leur champagne attention aux imitations françaises. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un gag, mais disons, même si tous les œnologues disent que les vins sont meilleurs ailleurs, c'est quand même dans les pays de tradition que reste le fief, etc. Donc, est-ce que vous pourriez aller plus loin quant à ce slogan du « We are better bullshitters » ? Eh bien, merci pour ces 2 questions. La première, peut-être, concerne les industriels que vous êtes. Est-ce que vous travaillez pour d'autres secteurs et est-ce que vous les visez? Est-ce que vous les targetez? Pour ma part, moi je vais parler pour moi. Hein. Pour ma part, j'ai fait mon éducation autour d'un petit établi comme ça. Donc ma vision, c'était le bijou. Donc on a une vision sur ce qu'on crée, sur ce qu'on fait. Pour ma part,
voilà, j'ai toujours gardé ce côté artisanal en moi. C'est en train de se développer. Les choses sont en train de tourner. Je commence à toucher à... J'ai une vision beaucoup plus industrielle aujourd'hui. Mais il est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, ce que vous dites, c'est entre le médical et l'horlogerie, où on se côtoie pas. Le bijou, j'y suis. J'en fabrique du bijou. Non, voilà. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Voilà. Moi, Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de sujets culturels là-dedans. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé horlogerie parce que c'était aussi l'objet et le thème de la table ronde. Pour rebondir sur ce que vous dites, nous, il y a deux autres marchés, enfin, il y a deux marchés qu'on aborde. Un qui est assez clair et un qui est un peu plus diffus. Le marché du bijou. Et il y a quand même beaucoup de connexions qui se font, j'aurais tendance à dire de manière relativement facile ou relativement simple, entre le bijou et l'horlogerie. Parce qu'on a des métiers qui peuvent être... Nous, on a fait le choix de rester sur nos métiers. Donc, des métiers qui sont les mêmes, on intègre les technologies et on est sur des cultures de clients qui sont relativement proches dans le domaine du bijou que dans le domaine de l'horlogerie, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, c'est vrai qu'aborder d'autres domaines est souvent très compliqué dans une usine, mais pour des raisons qui sont des raisons culturelles. C'est que pour moi, chaque marché a ses codes. Et en fait, pour bien répondre à un marché, il faut que les codes du marché en question aient complètement diffusé dans l'entreprise, de manière directe ou indirecte. C'est vrai que nous, les gens, ils sont câblés horlogerie. Voilà, ils voient passer une couronne, l'entreprise a été organisée autour de ça. Donc c'est assez difficile de développer d'autres domaines, même si on le fait et s'il y a des opportunités qui parfois sont vachement intéressantes. Alors oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait vraiment la thématique horlogerie. Joël, je crois qu'il y a une autre table ronde, si je ne me trompe, qui se dédie clairement à ces liens. Mais là, je dois dire qu'on a... Peut-être j'aimerais quand même vite répondre parce que je trouvais bien vos questions. Il ne faut jamais oublier que, heureusement, grâce à la diversification qui était obligatoire pour survivre, quand il y avait la crise dans l'horlogerie, nous avons diversifié dans le médical, par exemple, ou grâce à nos connaissances micromécaniques, aussi dans d'autres domaines. Fait est que grâce à ça, aujourd'hui, vous avez des entreprises comme Matisse, Thomann Medical, Stryker, Johnson & Johnson qui se sont implantés dans l'arc jurassien et c'est devenu un plus pour notre arc horloger, qu'on a tendance que de l'appeler horloger. Il est surtout aussi micromécanique. N'oublions pas qu'on a beaucoup, et vous avez raison, beaucoup d'exposants ici au salon qui sont médicales et je trouve que cette diversification elle était géniale et elle était nécessaire. Et ça fait qu'on continuait de pouvoir payer des salaires à certains pères de famille. Malheureusement pas à tous. Mais d'avoir diversifié après dans le médical ou dans d'autres domaines, dans l'optique aussi entre autres, ça nous a amené aussi de nouveau de plus de savoir-faire ou de plus de degrés plus élevés de sophistication. Ça c'est, je pense, vous avez raison, le thème était l'horlogerie, mais aujourd'hui que l'horlogerie soit capable de faire des produits à un tel niveau de qualité comme on le fait aujourd'hui, c'est aussi surtout parce qu'on a eu des diversifications dans d'autres domaines. Votre deuxième question, je trouve aussi très sympa, c'est le mot magique que vous avez utilisé. Et je pense que nous avons tous ce privilège de travailler dans une industrie de rêve où la magie est un élément essentiel. C'est un des grands privilèges que nous avons. Nous travaillons dans une industrie d'une part qui est en face de, comme on en a discuté, de problèmes financiers, économiques importants, des immobilisations capitales énormes, mais d'autre part, contrairement à d'autres industries, nous avons cet aspect magique de rêve, réel. Moi, quand Steve Jobs dit que nous vendons des rêves, je m'excuse, mais des centaines de millions de téléphones portables qui ont tous la même gueule, c'est pas un rêve. Après, je peux le personnaliser. J'avais presque envie. J'ai aussi. encore un troisième point, parce que là, je me sentais... j'ai bien rigolé à cause de votre petite mention du champagne, sans parler des amis de Champagne au-dessus de Grandson, qui ne vous servent pas des flûtes de champagne si vous venez de Reims. Moi, j'ai des parts dans les vins Hess de Californie. Et en tout cas, nous, on n'a jamais mis ça sur nos vins. J'avais peut-être juste aussi une toute petite réflexion historique par rapport à cette dimension, le côté bullshit, disons, du côté marketing. Mais peut-être juste revenir aussi un peu d'humilité. C'est qu'à l'époque, la Suisse et surtout ces régions de montagne
on parlait des paysans horlogers, c'était l'Asie de l'Europe. C'est-à-dire que la main-d'œuvre y était le moins chère. C'est pour ça que les Français venaient fabriquer, c'est pour ça que les Chinois, les Anglais aussi, qui étaient les rois de la précision et de la chronométrie, ils sont venus à faire leurs produits. Même Urban Jürgensen, qui était danois. Bref, toutes les cours du monde où se traitait la logique de la précision, de la chronométrie et surtout de fabriquer plus de pièces, le coût de la main-d'œuvre étant le moins cher. Donc voilà, peut-être que l'histoire se répète dans quelques années, mais je pense qu'il y a quand même pas seulement le côté. C'est presque un miracle que ça soit resté ici, en fait. Mais j'aime bien ce que tu viens de dire, parce qu'au fait, l'horlogerie suisse a été surtout créée et fondée pas par des gens qui se comportent aujourd'hui presque de manière aristocratique, mais par des paysans qui ont eu besoin de survivre. Ils étaient enfermés dans des fermes horlogères, enneigées, ils ne pouvaient pas sortir. Ils avaient des tuiles en verre pour que la lumière entrait. Et je ne sais pas si vous savez, l'autre jour j'ai dit en Chine une fois à quelqu'un qui m'a demandé pourquoi vous avez autant de succès dans l'horlogerie. J'ai dit peut-être parce qu'on a commencé à devoir survivre. On vous a toujours vendu 2 montres au lieu d'une, donc on a doublé nos ventes depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'au début, quand les Chinois ils venaient acheter 150 ans en arrière en Suisse des montres, ils achetaient 2 fois la même. Parce que si une était foutue, ils pouvaient envoyer celle qui est foutue en Suisse, ça durait longtemps, puis ils perdaient pas de face parce qu'ils avaient encore une deuxième la même. Ça s'appelle, c'est un terme horloger, les montres chinoises. Ouais. Vous trouvez ça dans le musée d'horlogerie à Chaux-de-Fonds. Le génie de Beauvais, notamment, qui expliquait que pour réviser, il souhaitait vraiment que lui, l'horloger concepteur, puisse s'occuper de la révision, de l'entretien, et du coup, vendait une deuxième montre. Donc tous les coffrets étaient avec 2 montres. On a doublé les ventes. Vous connaissez sans doute mieux que moi les techniques de vente de Voltaire, puisque Voltaire a été manufacturier, et il paraît, ça je crois que c'est historique, quand il recevait de Catherine de Russie une commande pour 100 montres, il répondait « les 1000 que vous avez commandées sont déjà en fabrication et je vous en expédierai un second millier car vous en avez... » Enfin, il paraît que c'était un filou. C'était un filou, mais il avait raison dans beaucoup de choses. Quand il disait, par exemple, quand un banquier suisse saute dehors de la fenêtre, suivez-le, il y a de l'argent à y gagner. Mais qu'il était horloger, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, alors qu'il a fait tout en tout presque 3000 montres, ici, à Ferney-Voltaire. Et c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui a aidé à développer l'artisanat, mais aussi était un des pionniers dans l'industrialisation. Alors, on vient de passer un moment magnifique. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, on peut vraiment applaudir nos participants. Je vous remercie de votre disponibilité, de votre authenticité. Il y a beaucoup de choses qui, dans ce que vous avez dit, sont des graines d'espoir. On voit des pistes se dessiner. Ça me paraît extrêmement difficile en 3-4 mots de résumer. Est-ce que peut-être avant de rendre l'antenne, on va dire, est-ce que vous auriez chacun un petit mot de fin très court, hein, vraiment juste un encouragement ou je sais pas, une anecdote ou voilà. Moi, de manière très simple, je pense qu'il n'y a absolument rien de définitif et tout reste à construire. Voilà. Donc construisons. Alors Stéphane. Moi, pour ma part, c'est vrai que étant très jeune dans la direction d'entreprise, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Cet après-midi. Je voudrais remercier tout le monde ici autour de moi. J'en ai pris bonne note et je vais y faire attention. Merci beaucoup. Voilà. Rodrigue ? Moi, je pense qu'il faut rester curieux, bien en préservant notre savoir-faire, notre artisanat bien acquis sur des centaines d'années, et être ouvert à l'innovation. Ramon ? Moi, je me sens, comme je vous ai dit, je ne suis pas au bout du rouleau, mais je me sens porté d'une mission. Aujourd'hui, ma mission, c'est de préparer la nouvelle génération. Et ça, je pense que c'est important pour nous, parce qu'on a des grosses connaissances du métier. C'est vraiment, il faut former, c'est les jeunes, il faut prendre des jeunes aujourd'hui, il faut rajeunir un peu nos entreprises. Voilà. Un grand merci à notre équipe de traducteurs qu'on n'entend pas, mais évidemment c'est normal, c'est prévu qu'on ne les entende pas, on les entend dans le casque et dans la langue qu'il faut. Un grand merci à monsieur qui a permis que notre ami Larsen aille déjeuner pendant qu'on reste ici. Et puis surtout merci à vous, merci aussi aux organisateurs du salon de nous permettre des moments comme ça. Peut-être juste signaler qu'on a un contraste entre l'ancienne identité
visuel du salon et puis la nouvelle donc, qui est sortie hier à 19h et qui en fait simplifie et se met dans une logique de meilleure perception. Alors, merci beaucoup, bon appétit à tous et encore applaudissements à nos invités. Merci beaucoup.